L'amicale des anciennes de Mariam Abba. Et merci encore à Doutasek qui nous accueille pour cet afterwork littéraire. Donc je vais commencer par laisser la parole à monsieur le directeur, Cher Ndiaye, qui va nous faire un petit mot d'introduction. Bonsoir tout le monde, je suis très content aujourd'hui de vous accueillir à la Maison de la Culture d'Outasek pour commencer une collaboration qui, je l'espère, va se poursuivre. Et aujourd'hui, le prétexte, c'est, on va dire, un afterwork littéraire sur le thème la longue marche des femmes vers zéro violence entre l'heure et lueur. J'espère que ce thème tout le monde va se pencher dessus pour essayer d'en sortir le meilleur. Nous sommes aujourd'hui à la Maison de la Culture d'Outasek, je vais me répéter, content de commencer une collaboration avec l'association des anciennes élèves de Mariam Abba en vue d'avoir la possibilité de faire beaucoup d'activités ensemble, parce que nous sommes une maison de diffusion culturelle. Ce que nous recherchons en priorité, c'est du contenu. Donc si nous avons des associations culturelles, des associations qui peuvent nous aider à avoir un contenu diversifié et structurant, c'est tout ce que nous recherchons. Donc Madame la Présidente, nous sommes encore une fois contents, comblés et vraiment ravis de vous recevoir. Je pense que c'est une première, mais que la collaboration va continuer dans le futur et que nous aurons beaucoup de chantiers, on va dire beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà. Merci beaucoup et bonne continuation. Je vais commencer par remercier vraiment tous les partenaires qui sont là aujourd'hui pour nous accompagner pour cet afterwork littéraire, donc dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Merci d'être là, merci pour votre appui et merci pour tout ce que vous faites pour nous accompagner. Je vais commencer par faire un petit mot, il ne sera pas long. Nous, anciennes de la MEMBA, sommes les héritières d'une marraine qui est illustre, Mariam Abba, qui s'est tant battue pour l'émancipation des femmes. Nous n'aurions pas pu faire autrement que de lui rendre hommage, car son travail fait encore écho. J'ai relu très récemment une si longue lettre avec mes yeux d'adulte et j'ai trouvé tous les sujets abordés extrêmement et cruellement actuels. Malgré tous les combats qui ont été menés, j'ai eu l'amère impression que moi-même, femme du XXIe siècle, sans le talent bien sûr, j'aurais pu écrire une si longue lettre. Nous avons voulu alors évoquer cette question de la longue marche des femmes vers l'émancipation et vers zéro violence, avec nos talentueuses panélistes qui sont là aujourd'hui, que nous remercions au passage d'avoir bien voulu se prêter à cet exercice. Et merci aussi à notre modérateur, notre Hifoshi, comme on dit, que nous appelons notre jumeau, parce qu'il est toujours là pour nous épauler. Donc je vais juste terminer par un petit texte de Fatou Diom. Donc toutes celles qui me connaissent savent que je suis une fan de Fatou Diom. Donc juste quelques mots. Un petit texte qu'elle a fait à l'occasion de la journée de la femme en 2021. Elle rêve d'un tango, jamais d'un hippon. La nuit, quand les soupirs éteignent les sourires, je rêve. Plus de douceur pour les femmes comme pour les hommes. Face aux âpres duels, saint Thomas me demande, mais comment? Pas à pas, dis-je. Je rêve non d'une trêve, mais d'un chemin bordé de trèfles. Avec celle qui redoute la nuit, je rêve. Au loin, une douce lueur, une aube sourit, juste et paisible. Là-bas, un genre ne vaudra plus à l'autre terreur et dépit. Barbes et chignons ne se disputeront plus les droits de sapiens. Je rêve qu'un jour, le ciel vire mauve et le respect de celles qui mettent au monde si naturel. Que les futures générations en viennent même à rire de nous. Tant de rebuffades pour un simple tango, diront-elles? Je rêve des enfants d'aujourd'hui, si civils demain, se gaussant de ceux d'hier. Des violences faites aux femmes? Bof, c'était des manières de babouin.
Le féminisme, oh pitié, ça sent la naphtaline. Alors mon squelette fera un salto arrière pour tirer l'oreille à ses gagnants, ignorant la reine. Dites donc, vénard d'héritier, pambèche d'héritière, combien de dents perdues pour votre fine bouche? En attendant, je les rêve sur les pas de Gisèle Halimi, à leur tour, ardents défenseurs des droits humains, et surtout assez forts pour se permettre la douceur. Alors, et alors seulement, le féminisme sera caduc comme j'en rêve. Donc ça, c'est de Fatou Diom. Donc nous continuerons de rêver et surtout, nous continuerons de nous battre jusqu'à ce que ce rêve devienne réalité. Monsieur le directeur de la maison Merci Douta-Sec, chers invités et partenaires de la MEMBA, chers panélistes, mesdames et messieurs, merci Madame la Présidente de la MEMBA. Je voudrais vous remercier d'avoir porté votre choix sur ma personne pour modérer ce panel. C'est une marque de reconnaissance. Et au-delà de ma personne, à toutes ces personnes qui ont permis à la MEMBA, Maison d'éducation Mariama, qui anciennement s'appelait la Maison de l'Ordre national du Lion, de devenir ce temple d'excellence. Nous voudrions également vous féliciter et vous encourager pour tout le travail que vous avez déroulé depuis l'élection du bureau. Vous êtes les dignes héritières des Sokhna Benga qui sont là, qui est là, Fatou Bintou Mbaye, Ami Niambo Fall, des sœurs Mariem et Aïssatou Kamisoro Kane et de Louis Sarr. En organisant ce panel sur les violences, vous êtes en train de participer au débat public sur les questions socialement vives qui intéressent ou qui préoccupent les concitoyens. Assurément, c'est cela qui va rendre visible la MEMBA et mieux la positionner. Vous, les anciennes de la maison d'éducation Mariamaba, maison de l'Ordre national du Lion, vous comptez parmi les plus brillants cadres de ce pays. Alors, le choix de ce thème, comme l'a indiqué Madame la Présidente, s'explique parce que nous sommes dans la période des 16 jours de mobilisation contre ce fléau, les violences contre les femmes. C'est un phénomène multiforme et que l'on retrouve partout dans les foyers, dans la rue et à l'école. Des recherches en nombre de plus en plus importantes ont mis en évidence les conséquences sur la santé, sur les effets intergénérationnels, démographiques et sociaux de l'ensemble de ces violences. Alors, nous allons laisser le soin aux intervenants qui sont là de nous en dire un peu plus sur les causes, sur les conséquences, sur les types de violences et sur les dispositifs mis en place afin de l'éradiquer et mieux de protéger et de garantir les droits des femmes. Alors, c'est un panel que nous voulons très convivial. Hein? Alors, nous allons accorder à chaque intervenante 15 minutes, même si je sais que vous avez tellement de choses à dire. Alors, ensuite, nous allons ouvrir un débat en demandant à ceux ou celles qui voudraient intervenir d'être concis. Alors, pour nous permettre de rentrer dans nos foyers, hein, je ne sais pas s'il y a un pot, le pot des poulards là, parce qu'ils sont réputés pour leur appétit gargantuesque là. Voilà. Alors, avec votre autorisation, voilà comment nous allons procéder. Nous allons d'abord donner la parole à Madame Rabi Diallo, qui est sociologue, pour nous dire en réalité, c'est quoi le phénomène de violence. Revenir également sur les causes et les conséquences. Ensuite, nous allons laisser la parole à une auteure, Zubida Fall Bencheloun, qui est auteure. Elle vous dira tout à l'heure qu'est-ce qu'elle fait. Elle a publié un roman. Elle est blogueuse, comme on dit. Et aujourd'hui, le digital permet de toucher le plus grand nombre, parce que les gens sont sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous allons donner la parole. Nous aurions dû le faire, hein? Vous donnez la parole Sokhna et Fatou Bintou Mbaye, parce que peut-être il y en a qui ne savent pas ça dans l'assistance, ce sont les anciennes présidentes de la MEMBA. Alors, Sokhna va nous dire quelle est son expérience en tant que romancière, depuis le Dard du Secret jusqu'à Balade du Sabador. Ensuite, maintenant, hein, il y a Fatou Bintou Mbaye, qui est juriste, qui
qui est membre de l'association des juristes sénégalaises. Parce que le Sénégal a ratifié beaucoup de textes. Il y a le texte. Le Sénégal a harmonisé ses textes nationaux par rapport aux textes. Quand je parle de ces textes-là, il y a les lois sur le viol, donc sur la santé reproductive. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où se trouvent les blocages? Voilà, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Rabi Seydou Diallo, qui est sociologue, mais également qui est une ancienne dans la maison d'éducation Mariama Ba. Merci beaucoup. Merci Monsieur Sen pour cette belle mise en bouche. Merci à ma petite sœur, Hadi Ndiaye. Merci à Monsieur le directeur de la maison de culture d'Outasek. Et merci à tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Voilà, donc je vais faire peut-être un petit rappel historique. D'abord, pourquoi cette thématique me parle, pas seulement en tant que sociologue, pas seulement en tant qu'ancienne de Mariama Ba, mais uniquement en tant que fille du Sénégal et devenue femme ici au Sénégal. Et donc qui a senti au sein de la famille et au niveau social aussi les changements qui ont pu s'opérer de génération en génération. Donc j'ai beaucoup aimé déjà l'intitulé de cet afterwork, la longue marche des femmes vers zéro violence. On sent qu'il y a une dynamique qui a été entamée. Si on se pose la question, c'est parce que cette dynamique-là, elle ne va pas vite. Voilà, donc cette marche est encore longue. Elle a été entamée depuis longtemps. On peut même citer les femmes de Talata Inder, le 19e siècle, qui sont entrées dans l'histoire du Sénégal de façon tragique, mais de façon remarquable aussi, qui montrent que face à qu'il y a des femmes qui sont capables de s'immoler par dignité, par refus de devenir des esclaves. Je suis sûre que les hommes ne penseront jamais à cela. Voilà, donc ce sont les prémices peut-être de ce qui va devenir plus tard le fort sentiment d'appartenance et le sentiment vraiment de sévice, le maximum de conditions défavorables, on lui demande d'encaisser. En fait, c'est ça, on lui demande, elle n'est pas seulement physique. Tous ceux et toutes celles qui sont là le savent. La violence physique, elle est visible, c'est vrai, mais on peut dire que parfois, bon, elle passe. Elle peut être, disons, superficielle. Mais la violence psychique, la violence morale, la violence psychologique, qui n'est pas visible, elle est la plus pernicieuse. Elle atteint l'individu dans son âme, elle détruit son estime de soi, elle la déconstruit, de sorte que cet individu ne peut plus concevoir des relations sociales de façon épanouissante. Elle n'en est plus capable. Parce que pour socialiser, et ça bien sûr tout le monde le sait, on n'a pas besoin d'être sociologue pour le savoir, l'être humain par excellence, c'est un être social. C'est un être sociable, c'est un être social. Il a besoin d'autrui pour vivre, il a besoin de se sentir en sécurité vis-à-vis du groupe pour pouvoir s'épanouir. Mais pourquoi donc la femme, qui est cette autre partie de l'être humain, parce que l'être humain, il peut être un homme ou une femme, ce n'est pas un homme seulement et la femme n'est pas un moins qu'être humain. Donc, pourquoi cet être humain qui est la femme subit autant de violence, non seulement de la part des hommes, mais aussi de la part des femmes? Il ne faut pas qu'on oublie ça, il ne faut pas qu'on occulte cela. Ce serait faire la politique de l'autruche et ça ne nous servirait pas. Ça ne servirait pas notre cause en tant que femme. Voilà, donc j'aime bien aussi cette expression l'heure et lueur. Là déjà, le débat est campé, on sait qu'il y a soit des préjugés ou alors des fausses réalités. Ce sont des leurres, ce ne sont pas, voilà, c'est absolument pas la réalité. Mais le mot lueur aussi permet d'espérer qu'il y a quand même un idéal, enfin un objectif
qui peut être atteint et qui peut contribuer au mieux-être de la femme et partant de la société. Donc, qu'est-ce que la violence? La violence, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut être physique, elle peut être morale, elle peut être psychologique, elle peut être verbale aussi. Nous sommes à l'ère du numérique et même si c'est écrit, même si ce sont voilà, donc, des insultes et autres écarts de langage, ces insultes ou cette violence que l'on transmet aussi facilement, ça atteint aussi le groupe social que l'on appelle les femmes. Les commentaires machistes venant aussi bien des hommes que des femmes, mais desserrent la cause des femmes. Et ça, il faut que les femmes aussi en soient conscientes. Il y a des expressions que nous utilisons banalement qui impactent négativement sur l'image de la femme. J'en veux pour exemple, peut-être, genre, Jigen, et ce sont les femmes qui les utilisent très souvent. Moi, j'entends ça dans des chansons, je suis choquée. Mais pourtant, c'est une femme qui le dit. Hein? Ou alors, genre, Maton Kendukomour. Voilà, Maton Kendukomour, genre, alors que la femme est en train de changer de statut matrimonial. Donc, un fait éminemment social, le mariage. Mais voilà, on suppose déjà que cette femme, c'est un être immature qui mérite toute forme de violence. Parce qu'on lui dit aussi de mouille, de faire preuve de mouille, de sutura. Cette violence psychologique qu'on lui déverse le jour qui est censé être le plus beau jour de sa vie, mais ça impactera après sur sa façon d'éduquer les enfants, donc ceux qui font partie de la maisonnée. Donc voilà un être qui naît dans un milieu social où on lui rabâche les oreilles qu'elle n'a pas autant de droits que le garçon. Elle grandit, donc cette fillette, elle grandit, on lui dit tu ne dois pas sortir, tu dois rester à la maison. Donc déjà, on confine l'esprit de cette fillette au détriment du jeune garçon à qui on dit tu peux sortir, jouer dehors. Et le fait de dire à ce jeune garçon-là, va sortir, sors et va jouer dehors, ça lui ouvre autant de potentialités que possible, autant d'opportunités. Parce que l'extérieur, c'est source d'opportunités pour un être humain. Ça permet à cet être humain de se développer l'esprit, de voir autre chose, d'interagir avec d'autres. Tandis qu'à la fillette, on lui dit de rester confinée, soit dans la cuisine, où il y a plein de fumée, ou alors, en tout cas, dans la maison, et on lui confine l'esprit. Et on considère que c'est ça la valeur. La valeur que l'on prône pour une fille, c'est de rester auprès de sa maman. Et du côté du garçon, on lui dit que toi, ce que l'on veut de toi, c'est que tu vois l'ailleurs. C'est une forme de violence pour moi, parce que ça limite les ambitions de la fille. Et voilà, l'espace domestique est considéré pour le jeune garçon comme un espace où il ne faut pas rester longtemps, ce qui fait qu'évidemment, il a tendance après, en grandissant, à dévaloriser cet espace intime, qui est pourtant la première cellule de socialisation. Et tandis qu'à la fille, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, voilà, l'ailleurs, l'extérieur, c'est source de menaces. Tu ne seras pas en sécurité dehors, tu ne seras en sécurité qu'à l'intérieur de cette maison. C'est une forme de coercition que l'on exerce sur cet être en formation. Plus tard, cette femme donc qui grandit, acquiert avec certaines prédispositions déjà à se sentir vulnérable vis-à-vis de l'extérieur, vulnérable vis-à-vis des hommes, mais aussi vulnérable vis-à-vis des autres femmes, hein, parce que on considère que voilà, tu as ton petit monde, toi femme, tu as ton petit monde, et tu ne dois pas chercher ailleurs.
bon, évidemment, ça a tendance à changer. Comme on l'a dit, comme le dit le thème, c'est une longue marche. Il y a une marche qui a été entamée. Ne serait-ce que sur le plan politique, on a voté la loi sur la parité, qui a changé un peu la donne. Donc, on considère que quand même, sur le plan politique, maintenant, les femmes ne sont pas seulement le groupe qui applaudit. Voilà, c'est aussi le groupe qui réfléchit, c'est le groupe qui décide, c'est le groupe sur lequel on peut compter sur les grandes décisions, en tout cas qui peuvent transformer positivement le pays. Donc, je voudrais aussi revenir un peu sur une forme de violence, deux formes de violence qui me semblent importantes et qui ne s'appliquent qu'aux femmes. C'est le mougne et le sutura. Voilà. À la femme, on demande toujours de faire preuve de mougne et de sutura. J'imagine que tout le monde sait ce que veut dire mougne et sutura. Sinon, je peux le dire de façon très approximative, n'est-ce pas? N'est-ce pas, M. Sen, avec toute la lacune du Wolof, qui n'est pas ma langue première, ni ma langue seconde d'ailleurs, elle est ma langue tertiaire. Donc le mougne, c'est vraiment cette aptitude ou cette contrainte, cette forme de violence que l'on impose à la femme pour qu'elle supporte le maximum vraiment de sévices, le maximum de conditions défavorables. On lui demande d'encaisser. En fait, c'est ça, on lui demande d'encaisser au maximum. Elle n'a pas le droit de rechigner. Parce que dire, voilà ce qui me déplaît, voilà ce qui me dérange ou ce qui ne me plaît pas, c'est faire preuve de faiblesse, c'est faire preuve d'une éducation mal faite. Donc, c'est chargé, on charge l'exercice d'aller se confier, ou d'avoir un exutoire quelque part, un exutoire bénéfique. On le considère comme dégradant finalement. C'est une contre-valeur, c'est une anti-valeur. Et le sutura, qui est un peu, disons, l'ami de chambre du mougne, pour parler dortoir de Maria Amba. En tout cas, le sutura, c'est, on ne dévoile pas son mal-être, parce qu'il faut voir qu'à côté, on est mieux loti, quoi. C'est-à-dire, on est dans une culture du ne regardons pas ce qui va, ne regardons pas là où ça va bien pour s'en inspirer, mais regardons les voisines d'à côté, ça ne va pas, ça ne va pas du tout chez elles, donc estime-toi heureuse. Et donc, fais preuve de sutura. Sutura al sabop, n'en parle pas, parce que ce que tu as beaucoup mieux que les autres. Voilà, on est dans cette culture-là, évidemment, ça va plus loin, ça va au niveau aussi du viol, ce qui est une autre forme aggravée de violence, le viol dans nos propres maisons. Nous sommes au courant, nous, mamans, mais nous préférons le taire parce que ce serait s'exposer socialement. Voilà. Donc, on pense, en tout cas, on fait plus attention au paraître, le paraître social est plus important que le bien-être familial ou le bien-être social. Et là, c'est là où c'est compliqué dans notre société. Nous prônons des valeurs fortes de solidarité, de transparence, en tout cas de vraies valeurs. Mais quand vient le moment de les incarner, d'incarner ces valeurs que l'on prône, tout le monde est aux abonnés absents. Voilà. Parce qu'il faut faire preuve de sutura. Il ne s'agit pas, toi, de ton avenir, toi qui as été violenté ou violé. Non, il s'agit de la réputation de la famille. Et sur les frêles épaules de cette jeune fille ou de cette petite fille qui a subi un viol, on fait peser toute la réputation de la famille et finalement, on la tue socialement. Et on n'arrive pas à... il faut vraiment que l'on opère, parce que là,
scène me dit qu'il faut faire vite. Je n'en étais même pas au 3e slide. Mais bon, donc ce qu'il faudrait par rapport à cette violence, pour moi, c'est arriver à la tolérance zéro. Zéro violence, c'est un leurre. C'est carrément un leurre. On ne peut pas arriver à zéro violence. Par contre, on peut arriver à la tolérance zéro. La tolérance zéro, c'est quoi? Ce n'est pas une politique. Ce n'est pas un programme, mais c'est une pratique. C'est vraiment, ça consiste en l'établissement d'une conséquence ou d'une gamme de conséquences précises pour toute infraction, là je m'adresse à la juriste, pour toute infraction donnée et en l'application uniforme de cette conséquence. Autrement dit, si dans une situation donnée, un acte entraîne inévitablement une conséquence précise, là on peut parler de pratique de la tolérance zéro. Donc il faudrait vraiment, c'est bien beau d'écrire des lois qui découlent de nos mœurs, mais c'est encore mieux de les appliquer. Voilà. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais lorsque nous sommes deux personnes qui agissons d'une certaine manière, qui effectuons des actes de violence, et que Zoubida, parce qu'elle a certaines relations, est relaxée, alors que moi je subis toutes les peines. Là, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable. Il faudrait vraiment que l'on parvienne à l'étape de tolérance zéro. S'il y a violence, il y a une conséquence précise pour tout le monde. Voilà. Je pense que c'est comme ça que l'on pourra arriver à un changement social qui va bien sûr appeler à des résistances. À chaque fois que l'on parle de changement, il y a forcément des résistances au changement. Pourquoi? Parce que le changement, il fait peur. Même si, quelque part, nous savons que s'il n'y a pas de violence, il y a forcément un mieux-être social. Et pourtant, nous ne parvenons toujours pas à provoquer le déclic qui va changer la donne. Mais il faut y arriver. Pour moi, il faut y arriver et on peut y arriver. On peut y arriver si les femmes considèrent qu'elles doivent être solidaires entre elles et qu'elles doivent mener des combats communs qui profitent à toutes. Et même à tous, je suis tentée de dire, parce que ce qui profite aux femmes profite forcément aux hommes. Parce que nous ne sommes pas dans une société où les femmes vivent à part et les hommes vivent à part. Nous vivons ensemble. Donc, je pense qu'il nous faut parvenir à ce changement-là, briser ce semblant d'équilibre, parce que nous pensons que nous sommes dans une situation d'équilibre. C'est pour ça que le changement nous fait peur. Et voilà, ébranler nos certitudes, nos perceptions, nos préjugés, et parvenir finalement à un mieux vivre ensemble. Donc, pour terminer, je vais peut-être dire juste que pour ce fait social précis, il y a une cause sociale, c'est vrai. Mais puisqu'il y a une cause sociale, il y a aussi une conséquence sociale, ça aussi c'est vrai. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème d'origine sociale et qui est endogène, la solution aussi, elle est d'origine sociale et elle est endogène. Nous ne pouvons pas vivre une situation dans un contexte donné et espérer avoir la réponse ailleurs. La réponse, elle est en nous, elle ne peut pas être ailleurs. Voilà, donc c'est peut-être par ces mots que je vais terminer avant qu'on ne me tape dessus, en attendant le moment des échanges. Merci beaucoup. Alors, je reviendrai sur la problématique du digital, effectivement, mais si vous me le permettez, je pourrais embrayer par rapport à ce que Rabi disait tout à l'heure concernant certaines violences et les violences symboliques, et on reviendra sur le digital si vous le permettez. Oui. Alors, la communication que j'avais prévu de faire aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir parlé à Rabi, alors que je l'ai jamais vu avant aujourd'hui, et on va y aller comme ça. Alors, il y a quelques mois à peu près, j'ai eu une discussion avec une femme. C'est une des femmes que je qualifie de femme extraordinaire. Cette femme, elle est née
on va dire au milieu des années 40, dans une région du centre du pays. Pour moi, c'est important de situer ça de cette manière-là. On a eu une discussion fortuite sur le mariage, le divorce, les violences physiques, les violences psychologiques. Et une discussion fortuite et banale a fini par devenir extrêmement sérieuse. Alors, en règle générale, quand je suis sur ces sujets-là, je suis tout feu, tout flamme, ça part dans tous les sens. Mais à un moment, j'ai eu un déclic. Il y avait des bribes de phrases qui atteignaient mon cerveau dans ce qu'elle était en train de dire. Et certaines bribes ont atterri sur mon cerveau, on va dire, avec plus de force. Et comme par hasard, j'étais en train de dire « Ouais, c'est warul meti, dor saga akrokatal de option ». Mais j'entendais en même temps, tu sais Zoubida, il y a des moments où tu fais face au monde pimpante et tout sourire alors que tu vis l'enfer. Tout a une fin, tu me vois aujourd'hui. Tu sais Zoubida, c'est tamit, dafa war metti touti ci la bok. J'ai bugué. Mais littéralement, j'ai bugué. Alors, sur le coup, quand j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui m'avait fait bugger, mon bug était dû à mon incompréhension du processus personnel, entre côtes, qui a dû être le sien, d'intériorisation et de normalisation de la souffrance associée au mariage. À la base, c'était ça la source de mon bug. Et depuis lors, je repense le sujet, mais je le repense de manière totalement différente. En fait, et je me rends compte d'une chose, il ne s'agit pas de son processus personnel, c'est un discours qui est admis, qui est intégré, qui est transmis, avec lequel nous sommes toutes et tous éduqués. Donc ce n'est pas elle le souci, il est beaucoup plus systémique. Et l'autre chose qui apparaît, c'est que ce discours est une violence. Ce discours n'est pas une source de violence, ce discours en lui-même est une violence. Parce que si on doit définir ce qu'est la violence, ce serait la force exercée par une personne ou un groupe de personnes pour soumettre, contraindre quelqu'un ou pour obtenir quelque chose. Et pire, ce discours fait partie de ce que moi j'appelle les violences ordinaires. Les violences ordinaires, ce n'est pas un terme consacré. Hein, parce que depuis le temps que je l'utilise, j'ai essayé d'aller googler qu'est-ce que je veux dire sur qu'est-ce qui est violence ordinaire, je ne trouve pas forcément. Bref, pour moi, ce sont des violences ordinaires. Ordinaires dans le sens où tout le monde les dit, tout le monde les comprend, tout le monde les accepte, tout le monde les entend, et on considère que c'est juste normal, alors que c'est ordinaire, certes, mais ce sont des violences. Alors, du coup, ce postulat de départ-là me permet, avec vous, ici, ce soir, et c'est ça aussi ma démarche d'écriture, quand je disais justement 99,9% de mes préoccupations, c'est la femme qui est au cours de 99,9% de ces préoccupations-là, et je voudrais qu'on parle de ces violences-là, de ces violences que je qualifie d'ordinaires, mais qui sont aussi des violences symboliques, parce qu'elles ont une particularité, elles sont silencieuses, comme l'a dit Rabi tout à l'heure, pas parce qu'on ne les voit pas, elles sont très visibles, mais parce qu'on les a considérées comme normales dans un système où la domination est exercée par l'autre sexe. Vous ne serez pas content, mais ça va aller. En tant que femmes, nous avons fini donc par les légitimer. Et sommes, de fait, dans cette situation de violence symbolique. Parce que quand on parle de violence symbolique, ça a été conceptualisé comme étant la résultante de la légitimité qu'accordent les dominés par processus d'incorporation aux normes et dictats des dominants. La légitimité est à la fois la condition, le produit et l'enjeu de la violence symbolique. Donc quand on se réfère à cela, nous sommes réellement dans un cadre de violence symbolique. Et du coup, quand nous parlons des avancées acquises de haute lutte par les femmes et pour les femmes contre les violences basées sur le genre, nous avons encore tendance à oublier ces violences que nous avons listées tout à l'heure, qui sont insidieuses, invisibilisées, normalisées, silenciées. Parce que se lever contre une violence physique, c'est évident. Tout un chacun, enfin, j'espère en tout cas que tout un chacun est capable de se rendre compte que frapper peut blesser, soit parce qu'il a déjà été frappé, ou parce que lui-même a donné des coups. Ça, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, en principe. Par contre, pour les violences ordinaires et les violences symboliques, ça, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu moins clair. Quand on parle de ce fameux Liggéeyu Ndey Añu Doom, que tout le monde a entendu ici, et tout le monde d'ailleurs, on se rengorge, on est content en entendant ce Liggéeyu Ndey Añu Doom, parce qu'on peut se retourner et dire à sa mère, voilà ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est parce que tu as... Mais wow. Parce que le Liggéeyu Ndey Añu Doom, pour ceux qui ne parlent pas wolof, c'est que du comportement de la mère dans le foyer dépend la réussite des enfants. Premier problème, c'est quand le comportement de la mère est conforme et que l'enfant ne réussit pas, qu'est-ce qui se passe?
Dans ce cas, la conséquence est une extrême culpabilité de la mère. Elle-même va culpabiliser et la société va la faire culpabiliser en plus. On a le fameux Yokal Fem que toutes les jeunes mariées connaissent. Hein? Le Yokal Fem, il intervient entre 3 et 6 mois après le mariage quand la première maîtresse apparaît, etc. Et tout. Donc il y a le fameux Yokal Fem qui arrive et ce serait plutôt diversifier et augmenter les trucs et astuces permettant de retenir un homme. Le problème fondamental, c'est que le comportement de l'homme ne correspond pas aux résultats attendus par le Yokal Fem. Mais vraiment pas. Et la conséquence est encore une fois une culpabilité de la femme et une culpabilisation de la femme. Parce que peut-être que si elle avait plus d'astuces, plus de trucs, plus de manières, plus de machins, son homme n'irait pas voir ailleurs. Mais mesdames, ce n'est pas de votre faute s'il va voir ailleurs, c'est qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Ça ne va pas plus loin que ça. Et déconstruire ce sujet-là, déconstruire cette phrase-là, c'est une étape primordiale, en tout cas, à l'acceptation et au cheminement que vous devez faire en tant qu'épouse. Et il y a le fameux Mounial, bien évidemment, qui regroupe tout ce qui est résilience, acceptation, soumission. Encore une fois, vous allez mougner toute votre vie, mais le comportement attendu ne va pas correspondre au résultat de cette soumission-là. Après, vous avez le fameux góor motul, jigéen wenam dafa sëgg, taaru jigéen mooy sëy, jigéen dafa war a teey. C'est cette fameuse injonction-là, if they go low, go high. Non, if they go low, go low. C'est pas, non, vraiment, vous n'avez pas à recevoir cette injonction-là. Il y a l'autre qui est magnifique aussi, jigéen du bëgg dafay miin. On a entendu quelqu'un le dire il y a quelque temps. Il a tué ses 3 enfants et on lui trouve des circonstances atténuantes. Jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi, ce qui est fondamentalement faux. De temps en temps, il faudrait quand même aller relire les statistiques de l'ANSD, ça nous changerait. Ay jullit lañu, mën nañu am ba 4 jabar. Oui, mais je crois que c'est le seul verset que vous avez retenu du Coran, on va en reparler plus tard. Alors, le point commun de tout ça, c'est que c'est toujours un rappel à l'ordre. Si tu ne le respectes pas en tant que femme, le retour de bâton de la société peut-être, et sera violent. On n'est plus dans une possibilité de violence, ça va l'être, et on sera aussi dans une autre forme de violence. Ce que je viens de dire peut vous laisser perplexe, je l'admets, parce que nous avons grandi et avons été élevés avec ces maximes qui, pour la plupart, nous sont transmises, que nous partageons nous-mêmes, qui sont intégrées dans l'éducation avec une très bonne intention, n'est-ce pas? Et c'est là le souci, en fait. Le souci, c'est vraiment l'intention. Parce que l'intention, quand on la définit, c'est une disposition d'esprit, un mouvement intérieur par lequel une personne se propose, plus ou moins consciemment et plus ou moins fermement, d'atteindre ou d'essayer d'atteindre un but déterminé. Je vous épargne le reste de la définition. Le problème avec ça, c'est qu'en tant qu'humains, nous ne pouvons juger ou préjuger des intentions. Peu importe ce que l'individu ou le système en face donne comme explication derrière cette intention-là. Ce qui demeure au-delà de l'intention, c'est l'effet. Et l'effet produit par les injonctions rappelle à l'ordre contenu dans ces maximes. Parce que quand malgré tous les efforts déployés par les mères ou épouses dans les foyers, l'enfant tourne mal. Quand malgré le Yokal Fem perpétuel, l'époux est volage. Quand le moune n'a pas suffi à se prémunir contre le mauvais comportement. Quand la permissivité derrière le góor motul n'a pas aidé à se relever après une énième trahison, entre guillemets, nous nous retrouvons face à nous-mêmes avec une culpabilité persistante devant cet échec que nous, comme la société, allons considérer comme étant de notre ressort exclusif. C'est un cercle vicieux d'efforts perpétuels. Alors, je pense qu'il est temps de remettre en cause et de s'interroger sur ces termes et sur ces réflexions. Encore aujourd'hui, il est urgent de rappeler à toutes les femmes et aux hommes ce qui suit. Muñ n'est pas synonyme d'acceptation de tout. Vous n'êtes pas responsable des choix de vos partenaires. Votre dévotion ne sera pas synonyme de mariage heureux et de réussite de vos enfants. Votre femme ne vous prémunira pas de l'arrivée d'une coépouse. Votre valeur ne se situe pas dans le al-khayri. Vous ne serez ni plus respecté, ni moins par votre partenaire parce que vous serez soumise. Alors, je vais finir par un texte que j'ai écrit il y a quelque temps en Wolof et qui revient sur ça. Je crois que le temps de lecture est de 3 minutes. Si ça vous va, je peux enchaîner dessus. Nga ni sama weni sëggee noonu la sama xel bi mel waxoo fi dara nga dellu ni ma nañu ma sopp te bu ñu ma wóolu waxoo fi dara yow yaa wëlbatiku di ma wax ni maay sa yaay yaa ñame yàlla yaa ma tënk si jigéen ni lay mel ak na sa des ma jàppee ko wax bu rafet boobu fekk na danga ma koy nootee nga ni sama tànk dafa war a gàtt te sa bos a ngi gudd
nga ni sama baat suufe te fu nu toll di dégg sa bos nga ni maa war a uuf njaboot gi wuti indi ba nga demee ba tey ñëwuloo bi nga fi mujjee beneen jigéen nga ma indil te nuróowul ak dépense nga ni doom ja ndey ja ku ko bañ sa yaaya bon nga ni dangay tànnal say doom yaay ju baax mbaa xam nga ni ma nit góor gu baax laay wër nga ni doo takk jigéen bu am responsabilité ma ni la sëyuma ak góor gu bëggul may avancé nga ni yaa fii sol tubéy te bu ma fóotul doo sol bu ma ñoorul sa ngeñorot mbooloo boo toog naan góor baax na jigéen baax na te saa yoo yeewoo suba fàttali ma sa kilifteef lii ba kañ waaye yow lu la wutaleeg man li ma war a la war li la war ma loolu la yàlla dogal sëy naa topp naa tànk mbaxal naa laabaan naa jël naa njël togg naa yekk naa fóot naa paase naa raxas bale menaas ëmb wasi nàmpal boot rogganti teral goro ak njëkke peccorgo ak jëkkër yu ndaw xar yi ak bëy yi tey lay dakk tënkee nga ma nu ne galgal nga ma fu ne gëmloo ma ni motuma boobu ba léegi tey lay dakk soxlawuma ku ma wax ki ma doon maa la ko gën a xam te ki ma doon bokkul ak ki nga bëgg ma doon soxlawuma ku ma wax ni ma war doxale li baax ci man maa la ko gën a xam te ci lay dox gëm sama bopp xam fi ma jëm boo ma si gungee sa bopp soxlaatuma wéttal lëngoo neex na waaye koo ba mu dem ak i mbaggam ba ma ko xamee ba tey samay mbagg laa wóolu merci beaucoup. Merci Zoubida pour ce beau poème. Je pense que, bonjour à tous, hein, surtout, je vois mes grandes sœurs à gauche, voilà, à droite, mes petites sœurs tout autour. Et surtout, je suis très fière d'écouter ce que j'ai écouté jusque-là de la part de la sociologue, de Zoubida. Je pense qu'elles sont à l'image des femmes d'aujourd'hui. Et c'est important. Honorable député, donc monsieur le directeur de Doutasek, chères sœurs, parce que quand je parle des anciennes de Mariam Abba, ce sont mes sœurs, quel que soit leur âge, quelles que soient les promotions. Je voudrais, par rapport au thème d'aujourd'hui, poser 2 questions préalables avant de vous inviter à un voyage intérieur. Comment aborder ce sujet sans entreprendre ce long chemin douloureux du destin tout tracé de la femme? Comment sans parler de ce parcours de combattant que toute société trouve normal? Je vous invite donc à un voyage intérieur. Être femme, c'est être, naître, mourir et mourir, vivre et mourir dans le déni le plus total de ce que nous sommes et de ce que nous devrions être pour rendre cette société prospère et digne. Être femme, c'est tout accepter et ne rien avoir en retour. Je vais vous expliquer ce que notre société, celle qui m'a pétri, a essayé de m'inculquer en partant de la notion de femme dite parfaite, celle qui serait propulsée au paradis du seul fait de son œuvre envers son mari. C'est quoi en réalité la femme parfaite? Au fil des générations, la femme parfaite a été d'abord la femme soumise, puis la femme objet. Aujourd'hui, nous avons la femme objet, qui est une autre forme de perversion. À l'époque historique, l'audace n'était permise qu'à certaines classes sociales. Et la femme, cette femme parfaite est bien entendu loin de ces autres qu'on cherche coûte que coûte à oublier, car elles sont si impossibles. Ces femmes, ce sont la femme émancipée et la féministe, celles qui osent prendre leur destin en main, qui osent braver les hommes dans leur champ de performance, celles qui osent le court tout court, sont taxées révolutionnaires, diablesses ou tout autre qualificatif avilissant. Cachez ce sein que je ne saurais voir. Revenons à la femme parfaite, donc, celle qui doit dès sa naissance accepter son destin d'être inférieure, jouer à la poupée et surtout ne pas regarder la voiture ou le ballon de foot qui lui fait tant envie. Subir le dictat de tout ce qui est masculin et surtout dans le silence. Celle-là qui grandit en acceptant les discours avilissants du genre. Je reviens à votre citation
préféré. Les femmes ont l'esprit à l'image de leur sein, en oubliant combien ce sein a été tant source de plaisir pour l'homme adulte comme pour le bébé avant de vivre son déclin par la faute d'innombrables tétés et de l'âge. Celle-là même qui subit jusqu'à l'orée de la mort sa condition imposée par les hommes, mais surtout par les femmes. Une violence qui naît et se construit lors de l'enfance, se renforce avec l'amour, entre guillemets, la maternité, l'accès à une carrière professionnelle à cause du machisme des hommes, du manque de solidarité et de la complicité des femmes, et disparaît avec la mort de la victime. Oui, la violence est le quotidien de la femme. Le constat est toujours alarmant en 2021. Des milliers de filles, de femmes victimes de violences conjugales, sociales, professionnelles, économiques. Les relais sont sous leurs diverses formes, la rendent nouvelle, bien malgré eux, alors que depuis toujours, cette violence est là, toujours identique à elle-même. Je vois cette constante image universelle de la femme, au visage couvert d'un voile ou au long cou entouré d'un foulard qui cache maladroitement un œil au bord noir ou des marques au cou et qui sourit alors qu'elle n'a qu'une envie, s'enfuir. Mais elle reste. À cause des enfants, du parent qui l'a imposé à son bourreau, de la religion qu'on lui a présentée comme étant un autre chemin de croix dont la récompense est au bout du long ruban de la vie. La longue marche des femmes vers zéro violence. Curieuse expression dans un monde où le risque zéro est une utopie certaine, car pétrie dans un terreau de violence sous toutes ses formes. Une violence verbale, morale, sentimentale, physique, permanente, comme c'est si bien l'engendrer et l'accepter la norme sociale. Une violence d'autant plus vicieuse qu'elle est la plupart du temps sous-jacente, cachée. Une violence turgescente dans le tapis pivoine des douleurs muettes. J'ai grandi en refusant cette violence, car seul le nom, un nom conquérant, peut y mettre un terme, quel que soit le prix à payer. Et ce prix, les femmes doivent accepter de le payer pour être sauvées. En ont-elles la force, le cœur, le courage? C'est la principale interrogation. En réaction à cette violence que j'ai découverte très tôt à travers mes enquêtes, j'ai milité par ma plume trempée dans l'encre audacieuse de la littérature de la violence. Depuis quelques années, nous sommes cette génération en rupture perçue comme faisant corps avec la violence. Une violence particulière, certes, mais qui renferme tous les germes d'une révolution. Une part importante de la littérature africaine d'aujourd'hui procède de la dénonciation des maux dont s'offre la société, de la contestation des remèdes proposés par les responsables et de la révolte contre l'impuissance à changer le monde dans lequel nous vivons. L'écriture de la violence, qui n'a rien à voir avec la violence dont nous parlons aujourd'hui, mais qui est quelquefois la solution pour nous les écrivains, apparaît alors comme une façon de lutter avec les mots contre la décrépitude de la pensée, le cynisme des idéologies et l'absurdité des actions de ceux qui ont en charge le destin de leurs concitoyens. Comme une thérapeutique collective par la prise de conscience de citoyens lecteurs, les mots ont donc un pouvoir. Les mots sont un pouvoir. Un petit mot que je vais faire sur les mouvements féministes et la littérature. Vous savez, ces mouvements ont suivi le même parcours, de l'antéféminisme au post-féminisme. Quand je parle d'antéféminisme, il ne faut pas commettre l'erreur de penser que ce mouvement est lié à la femme soumise. Non, la femme africaine a toujours été une grande dame, courageuse, audacieuse, et qui a su abattre des barrières. Et bien entendu, le féminisme que vous connaissez tous, mais surtout le post-féminisme. Moi, je suis un écrivain du post-féminisme parce que je considère que la femme n'a pas besoin de singer l'homme pour se faire respecter. Il lui suffit d'être une femme. Des questions aux femmes que vous êtes, parce que pour moi, c'est très important de vous poser ces questions. Pourquoi sommes-nous la seule majorité obligée de se battre pour nos droits?
Avons-nous besoin d'être parfaites sous le manteau de l'apparence et du non-dit? Pourquoi ne pas apprendre à mieux se connaître pour mieux s'apprécier? S'apprécier, c'est se respecter et imposer le respect à l'autre. En d'autres termes, se mettre à l'abri de toute attaque, d'où qu'elle vienne. Rien n'est offert dans cette vie. Tout doit être arraché par les mots et par l'action. Voilà ce en quoi je crois. Allah nous a créés humaines, douées de raisons complémentaires. Je voudrais juste lire un passage de la balade du Sabador, si j'ai cette autorisation. La balade du Sabador. Ngoï s'était montré stoïque. Oui, de ce stoïcisme qui impose le silence de toutes les épouses, bafouées dans leur dignité par les frasques et écarts du Sabador. Ce silence qui les ronge jusqu'à l'os, les fait vaciller à tout bout de champ. Ce silence si ardu à remonter. Le silence torture, le silence misère, le silence servitude. Un silence que doivent respecter les victimes pour préserver leur ménage dans la douleur. Car tout au fond d'elle, Ngoï, elle savait que, contre vents et marées, le Sabador continuera sa balade sempiternelle. Il restera toujours l'éternel gagnant. Je vous remercie. La question que je voudrais poser à Fatou Bintou Mbaye, maintenant, quel a été le résultat? Quel est le résultat aujourd'hui au plan national? Parce que ces textes sont votés, ratifiés, mais ce matin, je faisais une revue de la presse, certains ont dit que malgré tout, les violences continuent. Ça, c'est la première interpellation. Ensuite, maintenant, que faudrait-il faire pour revaloriser le statut de la femme? Est-ce qu'il faut toujours continuer à voter des lois qui ne sont pas respectées? Bonsoir. D'abord, marquer mon plaisir de retrouver toutes mes sœurs avec qui nous cheminons depuis un bon moment, même si de temps en temps je disparais. Féliciter l'actuel bureau de la MEMBA pour le travail fait. Je suis vraiment fière de vous, les sœurs, je vous le dis. Bravo et bon vent dans ce que vous faites. Nous sommes derrière et nous vous soutenons et nous ferons le nécessaire. Merci à tous nos invités, particulièrement à l'honorable député Déthié Fall. Voilà. Je vais être beaucoup moins, beaucoup moins lyrique que mes partenaires. Je suis venue pour vous parler de l'aspect juridique pur, terre à terre. Okay? Le combat que mène l'AJS, entre autres, depuis 1974 que cette association existe. Quand on parle de violence faite aux femmes, pour moi, ça ramène forcément à la question des droits humains. Nous sommes quand même des êtres humains comme les autres. Et on devrait, du seul fait qu'on est des êtres humains, avoir un ensemble de droits et de libertés qui appartiennent à toute personne du seul fait de la condition humaine. Alors, aujourd'hui, en 2021, on est encore en train de se battre pour les droits que l'autre moitié de la population, dont l'autre moitié de la population bénéficie depuis un bon moment, et nous sommes à la traîne. Donc, quand on retourne aux questions de droits humains, les notions essentielles sont celles de dignité et d'égalité. Donc, tout ce qui touche, disons, aux droits des femmes, si on les rattache à ces notions-là, on devrait pouvoir rapidement trouver des solutions. J'ai voulu vous présenter d'abord l'ensemble des dispositifs, des instruments juridiques qui existent et auxquels le Sénégal a adhéré. Ce serait un peu long, parce que le Sénégal, nous sommes les champions du monde pour ça. Nous ratifions tout et tout. Donc ça pourrait partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui nous dit que les hommes naissent libres et égaux, et hommes avec un grand H bien sûr.
Donc si cette déclaration était déjà respectée, nous n'aurions pas besoin de mener ces combats depuis toutes ces décennies. Je vous ferai l'économie de tous ces instruments parce qu'il y en a. Il y en a tant au niveau international. Je voudrais juste peut-être m'appesantir sur des instruments qui sont spécifiques aux femmes. Au niveau international, nous avons la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, que le Sénégal a signée depuis 1979. Je crois que beaucoup ne s'étaient pas encore nés, donc, et on pédale encore. Il y a la déclaration sur l'élimination de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui elle date de 1994. Mais surtout, au niveau régional, nous avons la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF, qui a été adoptée en 1979 et ratifiée par le Sénégal depuis 1985. Cette convention comporte 30 articles en fait, dont 16 de fond qui concernent les domaines dans lesquels des mesures particulières doivent être prises pour permettre aux femmes de jouir de leurs droits. Ok. À côté de la CEDEF, je voudrais aussi vous parler du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique. C'est ce qu'on appelle le protocole de Maputo. Que le Sénégal a également ratifié depuis décembre 2004. Là aussi, sur 32 articles, 24 concernent les droits reconnus aux femmes, les violations qu'elles subissent dans la vie publique et privée et les dispositions à prendre par les États parties pour assurer la jouissance par les femmes de ces droits. Je vous parle de 2004. On est en 2021, on pédale toujours. Donc les principes directeurs de ces conventions, c'est l'égalité, la non-discrimination. On ne demande pas à être au-dessus des hommes, on veut juste être égaux. L'égalité, la non-discrimination. À côté de ces deux textes, on a une foule de résolutions des Nations Unies. On a le plan d'action de Vienne. Les objectifs du millénaire pour le développement, tout est passé par là. Les obligations des États parties, Beijing, dont M. Sen parlait tout à l'heure. Donc, toutes ces conventions auxquelles le Sénégal est parti ont une valeur supérieure à nos lois nationales. D'accord? Ce qui veut dire que nos lois devraient être conformes à ces conventions-là. D'accord? En signant particulièrement la CEDEF et le protocole de Maputo, les États membres s'engagent à respecter, c'est-à-dire à s'abstenir de s'ingérer dans la jouissance d'un droit, à protéger, c'est-à-dire empêcher les autres de s'ingérer dans la jouissance d'un droit, et enfin à réaliser, c'est-à-dire adopter les mesures appropriées pour la réalisation totale du droit. Donc, ce qu'il faudrait arriver, c'est réaliser les droits des femmes en inscrivant dans la Constitution et dans les autres textes au niveau national le principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Adopter et promulguer des mesures législatives interdisant la discrimination, les pratiques néfastes et les violences basées sur le genre. Harmoniser la législation interne aux traités internationaux signés et ratifiés, c'est le minimum. Élaborer des plans d'action nationaux visant à promouvoir la protection des femmes et des filles contre toute forme de violence. Assurer aux femmes victimes de violences et à leurs enfants une aide spécifique comprenant la réadaptation. C'est ce que Mme Diallo disait tout à l'heure. Inscrire au budget national des crédits suffisants pour lutter contre les violences basées sur le genre. Adopter une démarche sexo-spécifique pour l'élaboration des politiques et programmes de développement. Et enfin, adopter toutes les mesures, notamment dans le domaine de l'éducation, pour modifier les comportements sociaux et culturels des hommes et des femmes
et éliminer les préjugés, coutumes et pratiques tenant à l'idée que l'un des deux sexes est supérieur ou inférieur à l'autre, ou à des stéréotypes concernant les rôles masculins ou féminins. Maintenant, pour ce qui est de la mise en œuvre au Sénégal, nous avons des acquis, on ne peut pas le nier. Nous avons des acquis, un cadre institutionnel, un cadre constitutionnel de promotion et de protection des droits humains des femmes. La dernière constitution de 2001 nous dit que la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe. Donc, a priori, si c'est dans notre constitution au Sénégal, tous les textes qui sont forcément moins, disons, moins élevés dans la gradation des normes doivent être conformes à ces dispositions. L'article 7 de la même Constitution nous dit « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi ». Il précise « Les hommes et les femmes sont égaux en droit ». Il y a une protection particulière des droits des femmes et des filles dans le Code pénal. Une loi de janvier 1999 réprime dorénavant la violence conjugale. Ce n'est pas parce que nous sommes vos épouses que vous avez le droit de faire de nouveaux punching balls. Okay? D'une peine d'1 à 5 ans, plus une amende de 50 à 500 000. Le harcèlement sexuel est également maintenant visé par un article, l'article 319 bis du Code pénal. Il en va de même pour les mutilations génitales féminines, où là, on prévoit une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans. La peine maximale sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical. Et en cas de décès de la victime, les travaux forcés à perpétuité seront toujours prononcés. Le juge n'a pas le choix. Le viol également est criminalisé. Les coups et blessures sur une personne de sexe féminin, les condamnations ont été aggravées. Donc, notre Constitution protège particulièrement la femme. Le Code pénal, pareil. Dans le domaine du travail, il y a une interdiction de toute discrimination en matière de salaire. Ça, on sait aussi que c'est un vœu pieux, exactement. La prise en charge médicale par la femme salariée de son mari et de ses enfants. Ça, on peut le faire depuis 2006. Avant, ce n'était pas possible. Il y a une équité fiscale depuis 2008. Parce qu'avant 2008, la femme payait plus. Il y a eu un processus d'intégration du genre dans les forces de défense et de sécurité. Donc en 2006 pour la gendarmerie et les cadres des douanes, et en 2007 pour l'armée. Pour ce qui est de la participation à la vie publique et politique, il y a la fameuse loi sur la parité de 2010 qui a été mise en application aux élections de 2012, si je ne me trompe pas. Enfin, parmi les acquis, la transmission de la nationalité. C'est seulement depuis 2013, mesdames, que vous pouvez transmettre la nationalité sénégalaise à vos époux et enfants étrangers. À vos époux étrangers et les enfants nés d'un père non sénégalais. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, des pas ont été faits. Cependant, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Il reste encore beaucoup de lois discriminatoires et attentatoires aux droits fondamentaux des femmes et des enfants. Dans le code de la famille, par exemple, on dit que l'homme, le garçon peut se marier à partir de 18 ans, que la fille peut se marier, elle, à partir de 16 ans. Ce, alors que le protocole de Maputo fixe l'âge minimum du mariage à 18 ans. Et on sait qu'une enfant qui se marie à 16 ans, on connaît les conséquences. Elle quitte l'école, on la perd, quoi. Alors, la puissance maritale. L'article 152 du Code de la famille nous dit que le mari est le chef de la famille. Il exerce ce pouvoir dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Okay?
Alors que notre propre constitution nous dit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Mais ce n'est pas grave. La résidence du ménage. C'est l'article 153 du Code de la famille qui nous dit que le choix de la résidence du ménage appartient au mari. La femme est tenue d'y habiter avec lui et il est tenu de l'y recevoir. Dans la pratique, ça se traduit par le fait que même une femme qui est victime de violence, il faut qu'elle obtienne l'autorisation du juge pour pouvoir partir. Vous imaginez? Et avec la lenteur des tribunaux, elle a le temps de mourir un certain nombre de fois avant qu'on y arrive. Et là aussi, c'est en contradiction avec notre Constitution, mais également avec le protocole de Maputo. L'autorité parentale sur les enfants légitimes. Encore aujourd'hui, la puissance paternelle sur les enfants légitimes appartient conjointement au père et à la mère. Mais on nous précise, durant le mariage, elle est exercée par le père en qualité de chef de famille. Voilà. Donc, là également, en contradiction avec la CEDEF. D'accord? L'action en recherche de paternité. Et je vais arrêter de vous saouler avec les exemples. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un enfant qui naît hors du mariage de ses parents n'a pas le droit, ni lui, ni sa mère, d'aller rechercher la paternité du père. C'est juste son bon vouloir. S'il se sent d'humeur à accepter la paternité, oui, il peut l'accepter, mais on ne peut pas le contraindre à cela. D'accord? Donc, également dans le code pénal, on trouve des discriminations et des insuffisances. Les textes sont là, en général, mais il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions, par exemple, contre les mariages précoces, contre les mariages forcés, contre la répudiation, quoique dans le code de la famille, la répudiation, on peut considérer que c'est une insulte qui justifierait une demande de divorce au tort du mari. Il n'y a pas de sanction contre l'inceste. Par contre, quand il s'agit de sanctionner l'avortement et la tentative d'avortement, les textes sont là et ils sont bien corsés. Le code pénal sanctionne également l'abandon du domicile conjugal. Alors que, de manière coutumière, une femme qui se sent malheureuse ou qui est maltraitée dans son foyer avait le droit de partir. Et c'était organisé. Aujourd'hui, le code pénal nous retire ce droit. D'accord. Donc ça, c'est ce qui pourrait encore être changé, enfin, un bon bout du chemin qui nous reste à parcourir. Donc vous disiez tout à l'heure, M. Sen, quoi faire? Peut-être d'abord libérer la parole. Le fameux soutoureux dont on parlait. Il faut qu'on ait le courage de dire les choses qui se passent et comme elles se passent. L'application effective du principe d'égalité. On est même obligé de l'appliquer parce que c'est dans notre Constitution. L'autonomisation des femmes, parce que souvent, c'est les questions économiques qui justifient que la femme essaye de supporter l'insupportable. Et enfin, la mise en place d'un mécanisme de veille et d'alerte. Voilà, je vous remercie. Je n'ai pas voulu... Merci beaucoup, Madame Fatou Bintou Mbaye. Depuis des décennies, on n'était pas né en 1974 quand les lois là ont été votées, écrites et tout. On est là. On a 40 ans passés maintenant. Jusqu'à présent, on a l'impression de dire, de redire, et que les choses bougent très très lentement, trop lentement pour ne pas dire pas du tout. Donc, l'éducation, pour moi, c'est la clé. Quoi qu'on puisse dire, éduquons nos garçons. Par expérience, M. Sen parlait tout à l'heure, j'ai une grande sœur qui n'a que des garçons, mais il les a élevés de telle sorte qu'ils appuient leur maman. Moi, chez nous, les hommes ne sont pas des rois. Hein? Non, 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 non. Quand il n'y a pas la bonne, je dis, tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça. Bon, ça peut choquer, pour vous dire combien c'est profond, ça choque une personne qui vient de l'extérieur et qui trouve un petit garçon avec un balai. Ah, un balai. Mais oui, un balai. Un mari qui fait ça pour son épouse, mais oui, son épouse peut être malade un jour.
C'est tellement bizarre. Cette société est tellement mal faite. Mais c'est quand même notre société. Donc, le combat, c'est le combat de tout le monde. Les hommes doivent nous accompagner. Je vois M. Sen qui est en train d'essayer de défendre les hommes, mais vous êtes quand même indéfendable. Parce que la chose, c'est pas négatif. Hein? C'est pas parce qu'on est en train de faire un mortal combat qu'on veut vous jeter à l'eau. Non, on est des partenaires. Sans vous, nous ne sommes pas. Sans nous aussi, vous n'êtes pas. Donc, essayons d'avoir un monde plus équilibré, de donner à chacun une place. Et puis moi, je me dis que dans cette chose-là, c'est du win-win. Vous gagnez, nous gagnons. Moi, aujourd'hui, je suis là. Mon mari va se débrouiller pour manger et faire manger. Bon, s'ils ont envie de manger avant 20h, 21h, ils vont devoir se débrouiller. Non, c'est exactement comme ça qu'il faut qu'ils réfléchissent. Si je ne suis pas là, il fait. S'il n'est pas là, je fais. Je salue ma grande sœur, Madame Fatou Bintou. Je félicite les panélistes également. Aujourd'hui, je représente le ministère de la Femme, la direction de genre, la direction équité, égalité, genre. Nous avons en charge la politique genre de l'État du Sénégal. Je vous félicite, les lois ont été visitées. Il y a eu un partage de connaissances sur les causes, les conséquences des violences. Peut-être il y a un domaine qui n'a pas été pris en charge, c'est la prise en charge. Vous me permettrez de me répéter, c'est la prise en charge maintenant des violences basées sur le genre. Donc c'est important et j'aimerais apporter une petite contribution sur les stratégies, sur le plan institutionnel, les politiques développées par l'État du Sénégal. Nous avons le plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est un plan d'action qui a été élaboré par l'État du Sénégal pour mieux lutter contre les violences basées sur le genre. Il y a également la stratégie nationale équité, égalité, genre, qui est notre document de travail, la SNEC, qui est source de polémique actuellement. Cependant, c'est notre document de travail, notre document de base. Nous avons reçu tout récemment l'ordre de l'autorité du président de la République d'évaluer cette stratégie nationale équité, égalité, genre de 2016 à de la SNEC 2, plus précisément, qui sera sur une tranche de 2016 à 2026. Donc, et nous ferons tout, nous sommes en train de faire un travail avec les consultants pour voir comment mieux prendre en compte les besoins spécifiques des femmes. Je vous remercie. Avant-hier, j'étais dans une institution privée. Je trouvais la classe dans une situation assez quelconque. J'ai dit aux garçons, aux filles, si je reviens demain, je trouve la salle dans cette situation, chacun aura moins 5. Alors, il y a un garçon qui me dit, mais il y a des filles. Je lui dis, mais il y a une dame qui est préposée pour le nettoyage. Il dit, et si cette dame ne vient pas, chez vous, si vous levez, nettoyez, refaites le lit, vous le faites pour vous-même. Demain, vous serez appelé à faire des études à l'étranger. Qui s'occupera de vos chambres? Commencez par là. Et automatiquement, j'ai vu que les garçons et les filles, chacun d'entre eux, cherchait à prendre des petits papiers. Je voudrais tout d'abord saluer toute l'assistance, vous présenter mes respects et vous dire combien je suis heureux parmi vous. J'avais eu à recevoir, il y a de cela 2 mois, une partie du bureau de l'amicale des anciennes de Mariamaba chez moi. On a longuement échangé et je leur avais exprimé toute ma disponibilité à les accompagner et à participer à leurs activités. J'ai écouté tout à l'heure celle qui a pris la parole et très sincèrement, j'étais ému quand elle parlait, mais j'ai pris peur aussi. Parce que mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui une autre conception. Et c'est le monde qui nous le dicte et c'est l'évolution du temps qui nous dicte cette conception que nous tous, nous devons avoir de la femme. Parce qu'au-delà de ce qu'elle représente pour nous, il faut le rappeler, ce sont d'abord nos mamans.
ce sont nos épouses, ce sont nos sœurs, ce sont nos collègues. Nous partageons tout avec les femmes. Et elles représentent tout ce que nous avons de plus fondamental. Et on a l'habitude de le dire, même dans le dictionnaire français, ce qui caractérise en bien l'individu est au féminin. Quand on parle de la dignité, c'est au féminin. Quand on parle de la fierté, c'est au féminin. Quand on parle d'une personne qui est exemplaire, c'est au féminin, l'exemplarité. Je peux en citer énormément encore pour dire que fondamentalement, elles ont cette place dans la société. Si on vous la donne, tant mieux, mais je suis d'accord avec vous, si on ne vous la donne pas, arrachez-la. Et nous allons vous accompagner à l'arracher. Et je pense qu'il y a des pas significatifs quand même qui ont été faits par mes collègues politiques dans ce sens. Et à chaque fois qu'on parle des femmes au Sénégal, je cite le plus souvent le président Abdoulaye Wade, pour qui j'ai le plus grand respect. Je n'ai jamais été dans son parti, mais je sais que c'est quelqu'un qui a compris très tôt et qui a introduit la parité, même si elle n'est pas encore intégrale dans toutes les institutions, mais il serait bien et tous les politiques gagneraient à rendre cette parité intégrale. Il n'y a pas une seule chose qu'un homme peut faire et qu'une femme ne peut pas faire. Nous avons été ensemble dans des écoles. Le plus souvent, d'ailleurs, vous avez été major devant nous. Dans les entreprises, il est prouvé que les responsables qui font le plus des résultats, j'en sais quelque chose, ce sont des femmes. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui doit motiver encore une fois certains comportements envers elles? C'est pourquoi quand on en est encore à parler de ces thèmes de la violence faite aux femmes, ça veut dire quelque part qu'il y a un frein dans la marche naturelle du monde, dans la marche naturelle de la société. Parce que ça devait être un thème dépassé et depuis longtemps. Dépassé et depuis longtemps. Aucune forme de violence, qu'elle soit physique, verbale ou comportementale, ne doit exister parce que rien ne le justifie. Vraiment pour dire que j'étais venu plus pour justement partager des moments chaleureux avec des personnalités que je connais et pour qui j'ai le plus grand respect et que j'ai eu à recevoir dernièrement. Mais vraiment le plaidoyer que j'ai pour la femme que j'ai entendu tout à l'heure m'a énormément touché. Et certainement, on aura l'occasion la prochaine fois, Inch'Allah, d'approfondir cette réflexion, mais considérer que je reste disponible en tant que parlementaire. Je suis à vos côtés. En tant qu'homme politique, je suis à vos côtés. Et en tant qu'individu, en tant que vos fils, en tant que vos frères, en tant que votre neveu, je suis également à vos côtés. Je vous remercie. Je vous remercie pour ce panel de haute facture, fort en émotion. Et je vais apporter ma contribution par rapport à ce thème qui me concerne très particulièrement, les violences faites aux femmes, en tant que praticienne hospitalière, gynécologue. Donc nous recevons beaucoup de cas de viol et de viol chez les jeunes filles qui sont très souvent tues, qu'on découvre des années plus tard au décours d'une consultation pour des infections génitales, qu'on arrive à s'apercevoir qu'il y a eu un contact sexuel et depuis fort longtemps et qu'on arrive à déceler et à faire une psychothérapie, une enquête familiale afin de tirer au clair et mettre à jour ce phénomène qui est très souvent tu au niveau de la famille et
Dieu sait que ces petites filles vont même recevoir limite un lavage de cerveau de leurs propres parents afin d'occulter et de fermer les yeux et de reléguer dans leur subconscient cette agression. Et c'est difficile à élucider, à régler, parce que judiciairement, il n'y a plus de preuves. Nous, en tant que gynécologues, on ne peut que faire un rapport médical, mais chez qui dénoncer? Qui s'occupe de ça? Chez qui dénoncer? Et permettre à ces petites filles ou bien ces adolescentes d'être reconnues comme violentées. Parce que je pense que sur le plan psychologique, ça aide un peu qu'on accepte, que la population accepte qu'on a été victime. Et toute agression nécessite réparation. Mais comment réparer? Qui est l'auteur de ce viol? Et comment prouver judiciairement que c'est le coupable et l'enfermer ou bien le punir? C'est ça le problème actuellement. Parce que c'est rare qu'on ait une réquisition au décours immédiat d'un viol. On en a, mais c'est très rare. Donc, j'interpelle les juristes et les femmes de façon générale à savoir comment mieux organiser. En tout cas, les violences, elles sont diverses, très nombreuses, mais sur le plan du viol en tant que tel, comment harmoniser et aider ces petites filles qui vont être détruites du plus profond de leur âme, donc détruites de façon générale en tant que personne, en tant que psychologiquement, sentimentalement, moralement et physiquement, les aider à obtenir réparation. Donc ça, c'était le premier point de mon propos. Mais je suis tout à fait d'accord avec mon ancienne Louise. Moi, je pense que le problème, la base, c'est l'éducation. L'éducation, comment? Donc, je pense qu'il faudra apprendre à nos filles d'avoir confiance en elles. Le problème de base, c'est la confiance. Et quand on est forte mentalement, qu'on ne se sent pas inférieur, je pense que ce n'est pas la parité qui va régler le problème. Il est important de se sentir d'égal à égal avec un homme. Donc c'est une question de mentalité et de confiance en soi. Et la principale cause pour moi de la violence, c'est la femme en tant que telle. C'est nous autres femmes qui ne sommes pas solidaires, qui ne sont même pas complices. On est l'auteur de ces violences. C'est nous, depuis toute petite, on rabâche à nos sœurs, nos cousines, tu es vilaine. Ou bien, tu es comme si, tu es grosse, tu es obèse, tu es maigre, tu es tellement de qualifications qui va anéantir une personne dès le bas âge. Et c'est ce qui va continuer. Même la maman, sans le faire exprès, peut anéantir la confiance de sa petite fille. Elle va grandir comme ça dans une société sans état d'âme. L'autre question aussi, c'est dans quel réservoir endogène, culturel, historique puiser pour rompre cette chaîne de violence-là? Parce que là, tant que ça persiste, tant que ça continue à être perçu comme venant de l'ailleurs, je pense que la lutte est perdue d'avance. Donc, comment vraiment investir nos champs culturels pour lutter contre ce fléau qui fait énormément de mal aux filles et aux femmes? Merci beaucoup. Je pense qu'une des premières causes de la violence, c'est quand même les constructions sociales de ces violences-là. Et que la première des choses, c'est déconstruire les petits mensonges empathiques qui sont là,
qui sont lénifiants que certains hommes, certains religieux, certaines femmes aussi nous mettent tous les jours pour nous dire « Nangoulen li, ça va favoriser la cohésion sociale ». Rien du tout, ça ne fait que repousser le problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une dame parlait d'éducation tout à l'heure, et moi, en tant qu'éducatrice, je ne peux pas ne pas être d'accord avec ça. Comment voudrait-on déconstruire ces violences-là si on privilégie constamment l'avoir à l'être et si on inversait? Construisons l'être et l'avoir viendra peut-être après. Il y a quelqu'un qui est intervenu, c'est vous, et qui parlait un petit peu de comment faire en principe pour répondre à toutes ces choses qu'on nous dit très souvent quand nous militons, pour ne pas dire féministe, parce que certains utilisent le terme féministe comme si c'était un gros mot, ça ne l'est pas. Donc, en tant que féministe, vous entendrez très souvent le fait qu'on vous dise oui, vous êtes allé prendre des, je sais pas, des choses de l'Occident, vous êtes allé imiter des choses qui se passent ailleurs. Nous avons nos réalités, bla 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 bla. On va l'entendre encore et encore. Notre féminisme, le féminisme sénégalais, en tout cas le féminisme que je prône, qui est un féminisme que j'appellerais sénégalais. Ce féminisme-là, je n'ai pas eu besoin d'aller en Occident pour le faire. Ce n'est pas du white féminisme. Ce n'est pas du white féminisme. En règle générale, au Sénégal, ce que nous retrouvons, c'est du féminisme intersectionnel. Et c'est ce féminisme de toutes ces femmes noires qui se sont retrouvées à un moment de leur vie en n'ayant pas été prises en compte dans tous les combats qui se font de par le monde. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller loin pour me réclamer féministe. Je peux me réclamer de Sokhna Benga pour me réclamer féministe. Je peux me réclamer aujourd'hui de Awa Cham pour me réclamer féministe. Je peux me réclamer de Fat Bintou Mbaye pour me réclamer féministe. Je peux me réclamer encore aujourd'hui des premières dames, que ce soit Annette Mbaye d'Erneville, que ce soit Awa Cham, que ce soit Fatou Sow, sociologue, que ce soit Fatou Sow Sarr, etc. Je n'ai pas besoin de prendre un référent occidental pour pouvoir vous parler des réalités que je vis tous les jours. Je ne me permets pas peut-être d'aborder les réalités des femmes rurales parce que je ne les connais pas particulièrement, mais si je parle des réalités des femmes urbaines, sur lesquelles, qui sont les environnements dans lesquels nous évoluons, nous n'avons pas besoin forcément d'aller regarder ailleurs pour pouvoir nous approprier ce féminisme. Après, l'autre chose qu'on entend, c'est que la plupart des gens, ils vont se mettre dans une position qui est une position super confortable en disant « Oui, votre affaire là, vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Guy, tu ne peux pas être compétent sur tout. La société te dit tu es compétent sur tout, tu as l'aval sur tout, tu interviens sur tout. Même quand on parle de football, tu n'as jamais joué, mais tu es quand même entraîneur. Tu considères que tu es... Mais dès qu'il s'agit de questions de femmes, dès qu'il s'agit de féminisme, on nous demande encore de reprendre cette fameuse cape d'éducation. Oui, vous êtes censé éduquer, donc éduquez-nous. Non, non, non. Duma éduquer ko xamanteni que mën na sol dalam dox ak ñaari tankam wuti ji ay mbokam ñu dem ci kër ñaan nit ñu jël nit jox la ko nit njaay ak noppam jox la ko ni la may nañ la ko yóbbul nga ni ma soo soxlawee pour jàng man maa la ko war a jàngal da ngay foo ndax li la intéressé parce que dañ koy wax ci wolof des fois quand tu t'exprimes en français on a tendance à considérer que les concepts que tu utilises ce sont des concepts importés dañ koy wax ci wolof li la soxal saa su ne saa boo xëyee yaa ngi ciy dox jéego soxla woo ku la ko jàngal soxla woo ku la ko won ba nga soxlaa utiliser WhatsApp da nga télécharger sa WhatsApp xool nu muy doxee ba nga soxlaa xam lan moo xawma nan lañ koy waxee la guerre froide ou la coexistence pacifique ba nga ko soxlawee xam da nga ko jàngi ba nga soxlaa leneen da nga dem Google bi nga amee problème boo xamante ni par exemple da nga am dara lu lay xasan wala yu mel noonu xamoo li lay xasan lan la jotagoo dem médecin da nga dem tapé ko ci Google donc noonu ngay mënee dem tapé ci Google lan moo tax ñii di xëy di wax suba ba jant sow topp ker bi naajoo naaj ñu toog fa di wax ba naaj bi dugg ñu dem laal yi tëdd ba suba bu subaa ñu xëyaat toppaat ker gi di wax parce que dafa am loo xamante ni nit ñi dañ koy dund nit ñi mënuñu nekk di dund li ñuy dund mu nekk li nga xamante ni dafa metti muy neex dafa metti muy naqadi dafa metti te gis nga mettit boobu dafa dem ba ñun suñu bopp dañu considérer que lu normal la ñun dañu considérer que suñu lépp dafa war am jaar-jaar bu jafe pour que loolu barkeel wala pour que mu dox wala pour que mu leneen waa ñi mettilewul te ñuy doxle ñun lu leen gëne wala ñoom lu ñu gëne des fois tamit toog
juste de prendre cette position, et c'est ce qu'on utilise en disant se décentrer, de pouvoir se décentrer et de s'observer en disant il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être que je devrais me poser un certain nombre de questions. Et à partir du moment où on s'interroge, on se rend compte qu'il y a des choses qui clochent. Et pour cette histoire de masculinité, quand on parle de féminisme, quand on parle de tous les soucis de domination que nous pouvons avoir dans des sociétés comme la nôtre, ce dont on parle aussi, c'est du patriarcat. Ça va commencer à crier. Dès que tu parles de patriarcat, tu entends des cris d'orfraie, du genre, oui, vous voulez en fait faire tomber les hommes, être à la place des hommes, dominer des gens. Nous, ce que nous demandons, et qui est normalement dans la Constitution, c'est que nous sommes égaux en dignité et en droit. 50% de la population ne peut pas se prévaloir de dire et de penser pour 100% de la population. Merci beaucoup Zoubida, j'aime bien ton style, j'aime bien ton engagement, j'aime bien ton talif. Tu es une slameuse. Hein? Mais peut-être je ne serais pas très d'accord avec toi, pas en tant que femme solidaire de la cause des femmes, mais en tant que sociologue. Je ne me permettrai pas de juger notre société. Voilà, je me limiterai à l'analyser et à voir pourquoi elle est devenue comme ça. Voilà. Donc, et elle a eu son histoire. La dame qui a pris la parole tout à l'heure sur ces quelques années qu'elle est restée sans avoir d'enfant montre à suffisance que nous sommes dans une société où nous avons ce que j'appelle moi un environnement féminin toxique. Voilà. Il ne faut pas avoir... Ce n'est pas faire preuve d'antiféminisme que de dire que les femmes perpétuent des violences à l'encontre des femmes. Mais parce que c'est la vérité en fait, c'est une réalité. C'est une réalité. Ce que Ndeye-Louise a dit tout à l'heure aussi l'illustre à souhait. Une maman qui éduque de la même manière son fils et sa fille, mais aura des citoyens d'égale dignité. Voilà, plus tard. Mais si elle éduque différemment, il ne faut pas s'attendre à ce que les chats fassent des chiens. Une fille que l'on éduque d'une certaine façon, avec des ornières, mais elle verra ses ambitions limitées et elle va évoluer d'une certaine façon, contraire à celle du garçon. Hier, j'ai discuté avec un homme qui m'a fait part d'une expérience personnelle par rapport à cette tâche ménagère que l'on confie d'emblée à la femme, qui est celle de faire la cuisine. Il m'a dit, dans le monde entier, ce sont les femmes, de façon générale, qui font la cuisine. Et pourtant, dans le monde entier, les meilleurs cuisiniers, ce sont des hommes. Il me dit, il ne faut pas chercher loin. En réalité, vous les femmes, et je l'ai accepté, je l'ai écouté. J'ai écouté ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit tombait sous le bon sens. Il a dit ce petit très simple. Nous les femmes, et je me retrouve là-dedans, vous êtes promptes à accepter d'être formatées. Voilà. Et donc, si on nous dit, voilà comment faire un thieboudion par exemple, on va connaître toutes les étapes pour faire un thieboudion selon ce qu'on nous a appris. Mais l'homme qui va faire le thieboudion, lui, à qui on n'a pas appris comment faire le thieboudion, il va y mettre son esprit créatif, il va apporter un plus, il va sortir des lignes. Et nous voilà, en réalité, les femmes, leur principal problème, c'est qu'elles restent dans le cadre. Elles ne veulent pas sortir du cadre. Et donc, elles deviennent finalement les propres ennemis de leur cause. C'est en cela que, pour moi, être féministe aussi, en tout cas sous nos cieux, pour moi, cela donne du sens à notre lutte. Il faudrait que nous acceptions, nous femmes, de voir nos tares, de voir en quoi nous-mêmes sommes nos propres freins. Il faut oser briser ce plafond de verre et se donner toutes les chances qu'il faut pour que notre société puisse avancer selon ce que nous trouvons normal. Parce que le normal, il ne faut pas se tromper. Le normal, c'est ce qui est largement admis. Ce qui n'est pas largement admis n'est pas normal. C'est anormal. Les chiffres de l'ANSD de 2020, le dernier rapport ne parle pas, disent que les hommes sont de très loin supérieurs aux femmes, le nombre des hommes. Ça, c'est une réalité au Sénégal. Mais bon, on a l'habitude de détourner les réalités parce que tout le monde se croit médecin, pharmacien ou tout ce qu'on veut. Ça, c'est le premier mensonge social.
Le deuxième mensonge, je vais parler d'une anecdote parce qu'on a l'habitude, parce que je viens d'une famille maraboutique, par mon père, on a l'habitude de se rencontrer les dimanches et de parler de religion, c'est-à-dire adapté à la vie. Et un jour, je taquinais un de mes cousins pour lui dire, celui qui prenait l'habitude de la parole, pour lui dire, moi je veux aujourd'hui qu'on parle de ce que l'islam dit par rapport du devoir des hommes envers leurs femmes. Quand il a fini son exposé, tous les hommes se sont mis à genoux devant leur épouse pour leur demander pardon. Ça, c'est le second mensonge. C'est d'avoir su détourner la religion au profit d'un certain sexe. Vous savez, il y a une parole qui dit, et on le dit, hein, mais moi, j'ai lu de mes propres yeux et d'autres marabouts me l'ont confirmé. Parce que c'est pas l'homme, parce que ton mari peut se retrouver en enfer où il veut. Alors, ouais, comment il va t'amener au paradis? Donc c'est le mariage. Rafetal binga rafetal sey sa digganteeg sa morom parce que c'est ton partenaire. Zubida, tu as ouvert la porte du wolof. Voilà. Sey binga sey ni mi rafetee looloo lay dugal àjjana ndax sey dafa rëy. Gis nga dañ ne ci alxuraan jigéen góor boo toogee téye sa loxo jabar déglu rek am nga boo defee nii yokk nga loo gën a yokk rek si yow sa buntu àjjana ubbeeku na kon wax ji jeex na. Sur une question précise, qui devrait être le référent des médecins dans ces situations? Le référent naturel, c'est le procureur de la République. Mais il y a des associations ici, particulièrement l'AJS que je connais, où pendant des années, j'ai tenu des consultations gratuites. Il y a des consultations juridiques gratuites où on peut envoyer les familles. Elles sont orientées. Et s'il faut même aller en procédure, les avocats membres de l'AJS se constituent gratuitement pour les familles en général, parce que la question des moyens est souvent récurrente dans ces cas-là. D'accord? L'AJS est là, elle le fait gratuitement. Voilà. Quand on parle de modèle étranger, moi j'ai toujours tendance, peut-être que mes ascendances du Wallo, à parler des femmes de Nder. Parce que pour moi, le summum du féminisme, c'est vraiment prendre son destin en main. Qu'elles ont choisi, ces femmes-là, de s'enfermer dans une case et de brûler vives plutôt que d'obéir aux dictats d'hommes venus d'ailleurs. Je pense qu'on n'a pas besoin d'exemples des femmes européennes, américaines ou autres. Parmi les Gelawar dont parlait Benga, nous avons assez d'exemples. Plus d'exemples même qu'il ne faudrait. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs nos modèles. Pour ce qui est de l'éducation des enfants, Louise, je suis d'accord que c'est la solution. Je le dis souvent, qu'il faut qu'on éduque particulièrement nos fils à être de meilleurs hommes que leurs pères. Mais pendant qu'on les éduque, nous, comment on fait? Est-ce qu'on supporte ce qu'on nous propose là? Comment on fait? Je veux bien qu'on s'engage toutes à faire des générations futures, de meilleures générations. Mais nous, il faut qu'on survive à cette relève, qu'on survive et qu'on attende l'arrivée de cette relève. Et enfin, Rabietou, pour ce qui est de la cuisine, moi, mon analyse sur ce point-là, c'est que quand la cuisine rapporte, c'est là que les hommes arrivent. Voilà. Nous, on cuisine tous les jours. C'est à peine parfois du bout des lèvres qu'on entend un « oui, oui, c'était bon ». Voilà. Voilà. Quand ça devient noble, quand ça rapporte des millions, ben ça devient une tâche masculine. Voilà. Quel débat? Je pense que de toute façon, on n'en sortira pas toutes d'accord. Moi, mon mot de la fin, ce sera juste de dire équité et égalité. Ça doit être notre maître mot. Et à nous de le faire vivre. Parce que nous ne le faisons pas vivre assez fort, nous ne le crions pas assez fort. Donc à nous, femmes, de le dire, de le faire vivre. Je pense que, comme elle disait, la religion nous a beaucoup ramenés en arrière. Mais moi, je me dis que ma génération aussi a beaucoup perdu par rapport à la génération de ma maman. Voilà, moi j'ai l'impression que ma maman était beaucoup plus libre que moi.
Donc voilà, donc à nous de faire le nécessaire pour rattraper ce petit couac de l'histoire et arriver enfin à une société un petit peu plus égalitaire. On a encore une longue marche, on n'y est pas encore, mais on va se retrousser les manches, y arriver. Moi, j'y crois très fort en tous les cas. Et je vais vraiment remercier nos panélistes. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour nos panélistes. Voilà, qui nous ont amenés très loin aujourd'hui, avec des angles, des points de vue complètement différents, des angles différents, mais je pense qu'elles se sont bien retrouvées les unes les autres dans leurs propos. Donc merci à vous, mesdames. Chapeau bas. On ne les met pas assez à l'honneur, les femmes. Hein. On parle de parité, mais on en voit très peu finalement dans des rôles comme ça. Donc merci à elles. Et merci à notre modérateur, bon, qui a été très provocateur, n'est-ce pas? Mais c'était voulu de mettre aussi un homme à cette place pour vous challenger un petit peu, mesdames. Donc je pense qu'il a bien joué son rôle. Alors ne vous y trompez pas. Hein. Moi je trouve que c'est un grand féministe. Alors le féminisme, je ne sais pas, c'est un mot qui est galvaudé. Personne ne veut le porter. Moi je me définis comme une fière féministe épanouie. Voilà, en tout cas, les hommes nous stigmatisent quand on dit qu'on n'est pas féministe. Moi, je le dis très haut et très fort, je suis féministe parce que je veux que ma fille vive dans un monde meilleur et je veux que mon fils soit un meilleur homme. Voilà. Merci à vous. Donc, je vais quand même remercier nos partenaires, ONU Femmes, donc, qui nous a colorés de orange aujourd'hui. Donc, merci à eux pour tous ces petits goodies qu'ils nous ont offerts. Merci au ministère de la Femme. Donc, la direction de l'équité et l'égalité du genre, qui sont représentés ici aujourd'hui. Merci à vous. Merci au WIC Capital, avec notre sœur Fatounian. Et merci au capitaine Barou. C'est bien ça? Voilà, représentante du chef d'état-major des armées. Donc, j'espère n'avoir oublié personne. J'ai vraiment des fois la mémoire qui flanche. Bon, merci à merci à ma jumelle, donc des relations extérieures qui se bat toujours. Et je dirais aussi un grand merci à Ndeye Diop Niang, qui n'est pas là et qui est l'organisatrice de ce fabuleux afterwork littéraire. C'était son idée de faire ça. Donc on va bien la remercier. Elle est loin, mais elle est avec nous en pensée. Et puis, merci, chers invités, d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Ça a été long, mais je pense que ça a été un sujet passionnant. Et il y en aura d'autres, nous espérons.